Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Le pétrole flambe, à qui la faute? Comment faire face au troisième grand choc pétrolier de l'histoire? Notre invité est donc le président de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, Chakib Khelil. Il est algérien, il est patron de l'OPEP et aussi ministre de l'énergie et des mines. L'un des hommes forts de l'Algérie, très proche du président Bouteflika, passé par l'Université du Texas et par la Banque mondiale à Washington. Chakib Khelil gère le pétrole, l'électricité et aussi le nucléaire de l'Algérie. C'est l'homme de toutes les énergies. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je salue aussi la présence sur notre plateau de notre spécialiste des questions économiques à France 24, Raphaël Caral. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, vous êtes le patron de l'OPEP et la première question est toute simple. Jusqu'où va grimper le baril? Certains disent 200, 250 $. Vous nous dites quoi? Bon, comme vous savez, le pétrole et surtout le prix du pétrole est fonction un peu des problèmes économiques qui se posent aux États-Unis et la dévaluation du dollar et un peu tout ce qui se passe au niveau de la politique monétaire américaine. Donc j'ai entendu ce matin que la Federal Reserve ne va pas changer tellement son taux. Donc tout dépendra un peu de la Banque centrale européenne et de la décision qu'elle pourrait prendre de relever les taux de l'euro. Et à ce moment-là, je pense que le prix du pétrole va augmenter. Bien sûr, dans le cas de cette situation, il y a aussi la situation, donc les menaces contre l'Iran. Si les menaces deviennent encore plus importantes, je pense que le prix du pétrole va encore augmenter durant cet été. Ceci conjugué au fait que la demande en essence, en particulier aux États-Unis, va être encore plus importante. Donc je prévois probablement des prix de 150 à 170 $ durant cet été. Ça va peut-être décliner un petit peu vers la fin de l'année. Donc on n'atteindra pas les 200 $, vous pensez? Je ne pense pas. Je pense que la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, si tout se passe comme je pense, va être de l'ordre peut-être de 1%, peut-être de 2%, et ceci va générer probablement 8 $ d'augmentation sur le prix du pétrole. Et bien sûr, pour les crises géopolitiques, on n'a aucune idée vraiment de ce que cela pourrait ajouter au prix du pétrole. C'est vraiment très très difficile. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de problème d'offres sur le marché pétrolier. Il n'y a pas vraiment de demande qui n'est pas satisfaite actuellement sur le marché. Mais je répète quand même l'information, vous envisagez un baril à 170 $ cette année? Probablement. Et s'il y avait une grave crise politique, ça pourrait monter jusqu'à combien? Ouais, ça pourrait monter, et ça dépend de la crise. Mais avec l'Iran, par exemple? Si la crise arrive à arrêter la production de l'Iran, par exemple, on aurait vraiment une grave situation sur les bras, parce qu'il n'y a aucun autre pays dans le monde qui pourrait remplacer la production iranienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y avait la crise de Katarina dans la Louisiane, il y avait à peu près 2 millions de barils qui avaient disparu du marché. Donc l'OPEP avait la possibilité de remplacer cette production. Il y avait aussi la situation de 2003, où la production complète du Venezuela avait disparu, à peu près 3 millions de barils. Et en plus, à ce moment-là, il y avait le Nigeria qui avait baissé sa production de 1 million de barils. Et l'OPEP avait pu remplacer cette production. Je ne pense pas que l'OPEP ait maintenant la capacité de remplacer plus de 3 millions de barils au plus. Et ensuite, ça dépend aussi du type de brut. Et alors là, ça serait une crise mondiale. Et le baril à combien? Alors là, personne ne peut vous dire. Ça peut monter jusqu'à 200, 300, 400 $, possiblement. Raphaël? Oui, vous parlez beaucoup effectivement de la politique américaine. Hein. C'est un des arguments effectivement de l'OPEP. Il n'est visiblement pas partagé par tous les pays puisque l'Arabie Saoudite, elle, semble favorable à une augmentation de sa production. Elle a elle-même augmenté de 200 000 barils par jour. Alors est-ce que tout le monde au sein de l'OPEP est d'accord pour dire finalement haro sur les spéculateurs comme vous le faites? Je pense que tout le monde est d'accord. D'ailleurs, même l'Arabie Saoudite, à travers son ministre, l'avait déclaré auparavant. Je pense que sous la pression qu'avait subi l'Arabie Saoudite, il fallait qu'elle réponde. Donc elle avait répondu en invitant les pays consommateurs et producteurs et les opérateurs à se rassembler à Jeddah, ce que nous avons fait pour justement délibérer de ces questions-là. Et je pense que la question des spéculations n'est plus posée maintenant. Même les sénateurs américains posent la question. Il y a des investigations. Le sénateur Lieberman, j'ai lu ce matin, donc avait posé cette question concernant
donc le marché à Londres, puisque 15% du WTI se passe à Londres. Donc ce n'est plus une question, c'est une certitude, mais le problème, c'est l'étendue de l'impact de cette spéculation sur les marchés. Quel est l'impact de la spéculation? Mais je pense que vraiment, c'est comment on a pu vraiment voir tout cela, c'est quand on compare les prix de 2007 par rapport à l'évolution du moins des prix de 2007 par rapport à 2008, on voit que pour les 6 premiers mois, pratiquement les prix sont parallèles les uns aux autres. C'est-à-dire on voit une différence d'à peu près $40 entre 2007 et 2008. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre les 6 premiers mois de 2007 et les 6 premiers mois de 2008? Et on ne voit qu'une seule chose, c'est la crise subprime qui s'est passée aux États-Unis. Bien sûr, il y a eu l'introduction du bioéthanol qui lui aussi a eu un impact sur les prix du gasoil. Et bien sûr, il y a les problèmes géopolitiques. Maintenant, il y a les problèmes d'offres et de demandes et de stock et tout ça. Même s'il y a eu vraiment un manque sur le marché, je ne pense pas qu'il aurait eu un impact aussi important sur les prix comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, pour le grand public, quand on pose la question à qui la faute, vous dites qui en premier? Moi, je pense que c'est la dévaluation du dollar. Donc le fait que le dollar, et d'ailleurs on le voit, hein, chaque fois qu'il y a un renforcement du dollar, il y a une baisse du prix, il y a une faiblesse du dollar, et la faiblesse du dollar ne vient pas seulement des actions prises par la Fédérale Réserve. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actions qui sont prises par la Banque Centrale Européenne qui font en sorte que la valeur du dollar... Deuxième responsable, après le dollar. Bon, après le dollar, je pense que le deuxième responsable, c'est les problèmes géopolitiques, donc c'est les menaces que nous avons donc sur l'Iran. C'est l'un des plus grands producteurs, il fait 4 millions de barils. Nous avons la situation donc en Irak, sur laquelle nous n'avons pas de contrôle, donc on ne sait pas jusqu'à quel niveau ils peuvent monter. Quelquefois ils montent à 2,2, ils baissent à 1,5 en fonction des problèmes de crise interne, etc. Et bien sûr, nous avons les autres problèmes du Nigeria et autres. D'accord, mais vous n'avez jamais dit que les pays de l'OPEP pourraient aussi faire un geste en ouvrant les vannes du pétrole et en produisant plus. Pourquoi l'OPEP ne fait-il pas un geste? Encore hier à Bruxelles, il n'y a pas eu d'accord. À Jeddah, il n'y a pas eu d'accord. Pourquoi pas un vrai geste de l'OPEP? Non, l'OPEP, je pense que... Pour calmer la crise. Non, l'OPEP, ses statuts lui demandent de satisfaire les besoins sur le marché international. Et on l'a toujours fait. J'ai donné l'exemple de 2003, quand il y a eu un manque de 4 millions de barils. Alors l'OPEP, à ce moment-là, si elle avait voulu vraiment avoir des prix à $200, elle aurait pu l'avoir, sans mettre de pétrole sur le marché. Or, elle a pris la décision de remplacer le pétrole de ses membres qui étaient le Venezuela et le Nigeria. J'ai donné l'exemple de Qatarina et l'impact sur le marché et l'intervention de l'OPEP. Maintenant, il est très difficile de trouver un marché. Si vous me dites qu'il y a quelqu'un auquel on n'a pas vendu du pétrole et qui a besoin de pétrole auquel on n'a pas vendu, à ce moment-là, je verrai. Mais pour le moment, je mets mon pétrole sur le marché, je ne trouve pas d'acheteur. Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer? Par exemple, vous avez dit en septembre, prochaine réunion de l'OPEP, est-ce qu'il peut y avoir une évolution de la position de l'OPEP? Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on va revoir la situation du marché en fonction vraiment de la demande. Et s'il y a une demande réelle sur le marché, l'OPEP va prendre les mesures nécessaires pour satisfaire cette demande. Ça, c'est notre statut qui le recommande. Très bien. Je vous propose de revenir sur votre carrière personnelle, une carrière, on le disait tout à l'heure, qui est passée par les États-Unis, le Texas, mais qui a commencé bien évidemment en Algérie, sur les bords de la Méditerranée. Regardons ce portrait qui a été réalisé par une journaliste de France 24, Rebecca Martin. C'est le monsieur pétrole de l'Algérie. Grand patron de l'ensemble de la politique énergétique algérienne, Chakib Khelil s'est donné pour mission de préparer son pays à l'après-pétrole, avec l'appui de son ami de longue date, le président Abdelaziz Bouteflika. Les deux hommes sont nés à Oujda, au Maroc. En 1962, Khelil part aux États-Unis pour étudier. Il obtient un doctorat en ingénierie pétrolière, puis fait ses armes chez deux géants de l'or noir, le hollandais Shell et l'américain Phillips Petroleum. En 1971, il retourne en Algérie et intègre la Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, 12e mondiale. Il en deviendra le président 30 ans plus tard, après 19 ans de mission à travers le monde en tant que fonctionnaire international de la Banque mondiale. En 1999, il rejoint le gouvernement de son ancien camarade de lycée Bouteflika, fraîchement élu président. Il entreprend la libéralisation du secteur de l'énergie, ce qui lui vaut d'être taxé de pro-américain voulant vendre les bijoux de famille.
Ses détracteurs lui reprochent ses méthodes dictatoriales à la tête de la Sonatrach et il se fait beaucoup d'autres ennemis en introduisant de la transparence dans les comptes de la compagnie. Mais même le scandale de la BCR, une société mixte entre la Sonatrach algérienne et le géant américain Halliburton, accusé de délits d'initiés, de surfacturation et d'intelligence économique, ne l'affaiblit pas. Amateur de tennis, parfait polyglotte, Khelil parle espagnol et portugais, en plus du français, de l'anglais et de l'arabe. Marié à une américaine d'origine palestinienne, sa carrière internationale et éclectique dans le monde du pétrole en faisait un candidat presque idéal pour présider l'OPEP. Une carrière qui a aussi inspiré ses deux fils, tous deux des figures montantes du secteur pétrolier aux États-Unis. Alors aujourd'hui, vous avez les pleins pouvoirs dans le domaine de l'énergie. Ça vous gêne quand on vous caricature, entre guillemets, en vous appelant l'Américain ? Non, pas du tout. Parce que vous avez connu les pétroliers, vous avez été à la Banque mondiale, mais pas de problème. Oui, bon, je sais que j'ai eu une carrière assez diversifiée. J'ai travaillé pour les sociétés internationales. J'étais président à un certain moment d'un groupe algéro-américain dans les années 61. J'étais aussi chef département gisement, donc le premier chef département gisement de Sonatrach. J'étais conseiller technique du temps du président Boumedienne. Et ensuite, j'ai fait une carrière à la banque où j'ai pu voir beaucoup d'autres choses de l'autre côté de la barrière. Alors, donc, en Algérie, remaniement, nouveau Premier ministre, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un recentrage ? Est-ce qu'on s'éloigne un petit peu de la politique, disons, peut-être un peu trop islamiste de l'ancien Premier ministre, M. Belkadem ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que M. Belkadem va probablement se dédier un peu au parti du Front de Libération Nationale, s'occuper un peu plus de ses affaires de parti. Il est aussi ministre d'État, donc il va continuer, s'il le veut, à siéger au Conseil de gouvernement. Je pense que M. Yahya a fait ses preuves en tant que chef de gouvernement déjà auparavant. Et je pense aussi que le remaniement est dû au fait qu'il y a eu donc plusieurs ministres qui étaient malades et qui devaient être remplacés. C'était une opportunité de le faire. Est-ce que le président Bouteflika va venir à Paris pour le sommet de l'Union pour la Méditerranée ? Je ne pourrais pas vous répondre, il faudra lui poser la question. Je n'ai aucune idée là-dessus, pour vous dire la vérité. Alors une question sur l'Algérie. On sait que, très riche producteur de pétrole, de gaz, et en même temps une vraie détresse dans la population, désarroi social, méfiance vis-à-vis des politiques. Comment vous expliquez cela ? Un pays riche comme le vôtre qui n'arrive pas à se développer et à donner finalement satisfaction à ses habitants ? Bon, tout d'abord, il faut reconnaître que l'Algérie a traversé une période très difficile. Avec le terrorisme et les années... Le terrorisme, l'État avait pratiquement disparu durant cette période-là. Il fallait donc reconstruire pratiquement l'État, les institutions, remettre donc en activité les différents départements ministériels. Et bien sûr, je pense que l'État a fait un effort incroyable depuis 2000 avec les différents programmes. Donc le programme d'évolution économique, le nouveau programme que nous avons en place qui est de 150 milliards de dollars et donc qui a déjà créé beaucoup d'emplois puisque maintenant nous avons à peu près 10% de taux de chômage alors qu'on avait démarré avec 32%, on avait démarré avec 32 milliards de dollars de dette, on a à peine 5 milliards de dollars, on a démarré avec 4 milliards de dollars de réserves, on en a 120 milliards de dollars. Vous allez redistribuer à la population Je pense que l'Algérie, et c'est ce qui n'est pas connu à l'extérieur, l'Algérie, c'est le pays qui a le plus aidé les populations les plus défavorisées. Nous avons à peu près 9% du PIB qui est considéré comme filet social. Nous avons plusieurs ministères qui contribuent, par exemple le ministère de la Solidarité nationale, et il est fait pour justement aider tous les handicapés, tous les gens défavorisés. Il y a eu des émeutes récemment dans plusieurs villes qui sont assez inquiétantes. Il y a eu l'émeute à cause d'un club de football. Bon, il y a eu des... mais ceux qui ne connaissent pas l'Algérie voient cela à travers la télévision et tout ça. Nous avons plus de morts dans les accidents de voitures. Nous en avons plusieurs dizaines chaque semaine. Personne n'en parle, mais il suffit qu'il y ait vraiment un acte terroriste, on en parle tout le temps. Donc l'Algérie est complètement différente maintenant. Il y a de l'espoir quand même de créer beaucoup plus d'emplois. Il y a vraiment des actions d'investissement qui sont faites.
Très bien, Monsieur le Président, nous allons faire une pause pour regarder ensemble le journal de France 24 et puis je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes avec Raphaël Kahn pour parler d'abord et toujours du pétrole, du prix du pétrole qui flambe. Je vous retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.